You are now muted. Donc ça, c'est la solution on-premise. Ok. Donc, comme on a dit, c'était le modèle conventionnel jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on fait un déploiement de serveurs de messagerie. D'accord. Et souvent, c'est votre service informatique en interne qui en a la charge, ou alors vous faites de l'infogérance. Ok. Donc les avantages de ce modèle-là, c'est que tout est en local. Donc vos données, elles sont en local. D'accord. Par contre, tout ce qui va être support, souvent, le support, ça va être, c'est vous qui allez devoir vous en occuper, en tout cas votre équipe informatique. Ok. Je parle du support au quotidien, c'est-à-dire que la maintenance surtout. D'accord. S'il y a un gros problème dessus, effectivement, vous allez appeler Microsoft si vous avez les bonnes licences. Mais c'est à vous de savoir gérer un minimum. La deuxième solution, c'est le Exchange Online. Alors, c'est mal affiché là, mais quand vous allez télécharger, je pense que ce sera mieux affiché. D'accord. Donc, Exchange Online, c'est la solution Exchange sur le cloud. Donc, c'est sur Azure la plupart des fois. Ok. Même si je crois qu'OVH, derrière, ils font tourner du Wikileaks, mais je ne suis pas sûr à 100%. Donc, solution cloud. Donc, plus facile à mettre en place, puisque vous avez juste qu'à prendre un abonnement directement et choisir une des offres. Il y en a 3 en l'occurrence, selon les besoins dont vous aurez besoin en entreprise. Ok. La seule chose qu'il faudra faire, c'est faire les bonnes redirections DNS. Ok. Il faudra bien indiquer les IP que vous communique votre hébergeur. Ça se jouera au niveau de l'AD surtout. Et les inconvénients. Alors en règle générale, c'est quoi l'avantage du cloud et c'est quoi son inconvénient? L'inconvénient, si on fait une mauvaise manip, ça pète tout, non? Parce qu'on travaille sur l'outil de sauvegarde. Non, ça c'est vrai que ce soit en interne ou en cloud. Hein. Si tu fais une mauvaise manip, tu casses tout. Après, la seule différence, c'est qu'en cloud, tu as toujours une sauvegarde derrière avec ton hébergeur. Alors qu'en interne, tu n'as pas bien géré la sauvegarde, tu perds tout. Mais ça, une mauvaise manip, que ce soit en interne ou enfin on-premise ou online, ça ne changera pas grand-chose. Le gros souci par rapport au cloud, c'est que déjà, alors oui, déjà, il faut avoir une connexion qui tient bien, mais bon, en entreprise, généralement, on a au moins 2 lignes. Donc une vraie entreprise, elle a au moins 2 lignes, de 2 opérateurs différents. Alors, il faut savoir qu'une vraie entreprise informatique, elle a 2 lignes, dont une filaire et une pas filaire. Pourquoi? Ça, c'est les vraies boîtes informatiques. D'accord? Une connexion, une ligne filaire et une qui. Et ça, on peut vous en parler. Donc, généralement, on dit qu'une boîte sérieuse, elle a 2 lignes, de 2 opérateurs différents. Pardon. D'accord? Pourquoi? Si tu as un problème chez Orange, tu as la ligne de Free qui marche toujours. OK? Mais en réalité, il faut avoir 2 lignes de 2 opérateurs différents avec 2 moyens différents, une filaire et une non filaire. Faire de la vraie redondance. OK? Alors la réalité, c'est surtout que la filaire, elle va vous servir quasiment tout le temps, mais le jour où il y a des travaux autour, que ce soit de la fibre ou de la DSL, généralement, vous allez être impacté. D'accord? Souvent, vous êtes impacté, que ce soit de la fibre ou de la DSL. OK? Donc ce jour-là, vous ferez passer ça plutôt par du non filaire. Alors quand je dis non filaire, c'est pas la Wi-Fi hein, pour une boîte. La 4G. Donc ça, par exemple, c'est un des avantages que va réellement apporter la 5G, pour le coup. Ok. Parce que je rappelle que la 5G, vous êtes quasiment au niveau de la fibre, en non filaire. Ça, c'est un des avantages qui pourra servir à la limite pour la 5G, parce que la 5G, pour les particuliers, pour le moment, elle n'a pas spécialement d'avantage, hein, d'accord? Si vous avez une 4G qui tourne bien, vous êtes très large. Alors ouais, l'autre souci du cloud, donc au-delà de la connexion, puisqu'on a dit qu'aujourd'hui les connexions, c'était pas trop un souci, c'est que ouais, les données, elles sont où quand vous mettez du cloud? Ouais, elles sont partout en fait. Elles sont partout sans savoir où exactement. D'accord? Alors, normalement, on est censé, après ça, c'est des contrats qui coûtent beaucoup plus cher, mais vous avez le droit de dire je veux que mes données soient dans tel pays, dans tel pays.
D'accord? C'est très rare que pour les particuliers, on vous laisse le choix. Même au niveau des offres, vous n'aurez pas énormément de choix sur ça. D'accord? Mais si vous êtes une boîte avec des données sensibles, vous avez le droit de dire je veux dans tel pays. Par contre, euh, si tu vas chez Amazon, ils vont pas te dire, ils peuvent pas te garantir que tes données resteront en France. Ils peuvent te garantir que tes données restent aux États-Unis, mais pas en France, par exemple. D'accord? C'est la raison pour laquelle Orange, par exemple, fait du cloud. Ils hébergent des grosses boîtes françaises. Parce que actuellement, t'as pas de gros services cloud français qui tournent. Alors OVH ne fait pas de cloud, hein, encore une fois. OVH c'est un hébergeur, c'est différent. OVH ne fait pas de cloud, pour le moment en tout cas. Ils arrivent bientôt sur la solution cloud, mais il ne faut pas de cloud OVH. Ce n'est pas un service de cloud. OVH est un hébergeur, c'est pas la même chose. D'accord. Donc si vous allez prendre sur des services comme Azure, AWS, vous n'avez pas la garantie que vos données restent en France. C'est une des raisons pour laquelle on gère le cloud du ministère de l'Intérieur, par exemple. Parce que techniquement, je pense que AWS fait un bien meilleur, c'est même clair et net, fait un bien meilleur cloud que Orange, par exemple. D'accord. Ils sont numéro 1 mondial. Google, pareil, Microsoft, pareil. C'est bien au-dessus de ce que fait Orange, par exemple. Mais si vous voulez que vos données restent en France, vous êtes obligé de passer par une boîte française qui peut vous assurer ça. Donc oui, premièrement, vous ne savez pas où sont vos données. Ça, c'est un problème. Ok. Ensuite, l'autre souci du cloud, c'est qu'actuellement, si vous voulez un service qui soit très, 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 très performant et qui reprend assez vite, on va parler de PRA, de plan de reprise d'activité, et de SLA. Alors, SLA, c'est un mot à garder. Hein. PRA, autant pour l'examen du CFA qu'on s'en fiche, mais SLA, par contre, c'est important à connaître. D'accord? Vous pouvez tomber sur une question à l'écrit du type « Qu'est-ce que les SLA ?» Ok? You are now unmuted. C'est un Service Level Agreement. You are now muted. C'est un contrat de niveau de service. Donc tu t'engages à ce que ton service tourne tant de temps, qu'il soit réadapté en temps de temps. Les SLA, d'accord? Donc à bien garder. Ok? Donc Service Level Agreement. Je vais vous l'écrire là dans les notes partagées. Alors, SLA, c'est pas que pour le cloud, hein, d'accord? C'est un mot qui existait déjà auparavant. SLA, demain, si vous faites de l'infogérance, c'est-à-dire si vous gérez l'informatique d'une boîte, vous devez signer des SLA. Ok? C'est obligé. Vous devez dire à votre client, d'accord, que votre niveau de service s'étend. Ok? Vous devez leur dire, voilà, si vous avez un souci, je vous installe un NAS. S'il y a un problème, c'est réglé sous 3 jours. Par exemple. Par contre, fixer des SLA, c'est pas une partie facile. D'accord? C'est pas une partie Monsieur, facile. Ouais. excusez-moi, c'est ce qui en quelque sorte va compléter le cahier des charges. Non, c'est un peu différent du cahier des charges. Le cahier des charges, c'est qu'est-ce que demande le client d'un point de vue technique. Mais en SLA, le client ne peut pas t'imposer des SLA. Mais D'ailleurs, le SLA n'est pas la réponse en fait par rapport à ce que va demander le client? non, la seule chose qui lie le SLA au cahier des charges, c'est juste s'il fait une demande irréaliste, c'est tout. S'il te dit, je sais pas, si tu installes un NAS et qu'il te dit, moi, je veux que s'il tombe en 10 minutes, ça soit réglé, D'accord. tu lui dis que c'est pas possible. D'accord. Donc, si le cahier des charges est la demande du client, qu'est-ce que la réponse en fait du prestataire? C'est ton devis et ton contrat. D'accord. Donc, ma réponse en fait, c'est le SLA. Non, non. Le SLA, c'est encore autre chose. C'est un niveau de service, le SLA. C'est un niveau Mais de c'est qualité que tu dois assurer, faire. c'est assurer quelque chose le SLA, non? Non, c'est un niveau de service que tu proposes. Tu peux en proposer 40 des SLA. Dans le même contrat, dans la même proposition, dans la même propale, tu vas souvent proposer 5-6 SLA. Parce que C'est un forcément. engagement, en fait. C'est un Ouais, engagement contractuel sur un niveau de service. Oui, mais exactement. c'est comme une extension de garantie, c'est pareil. Non, c'est le contrat de qualité-service.
Non, en fait, C'est c'est ce pas... que tu vas vendre au client, là. Là, c'est ce que Oui, mais tu c'est le même dis. procédé, en fait. Je veux dire, c'est le même procédé qu'une extension de garantie. C'est quelque chose que tu proposes en plus. Ce n'est pas un engagement que tu prends Non, par non, non. rapport à... Non, une extension de garantie, c'est pas obligatoire. Alors que le SLA, c'est obligatoire Ah, en ok. informatique. Voilà. C'est ça que je voulais Tu es entendre. obligé de proposer une SLA. Si tu n'as pas de SLA, il y a beaucoup de boîtes qui se lancent dans de l'informatique qui n'ont peut-être pas forcément les bonnes manières de rédiger leur contrat, etc. Mais une SLA, tu es obligé, parce que la SLA, ça traite de plusieurs choses. La liste des services que tu as installés, qu'est-ce que tu as installé, sur quelle mesure, sur quelle étendue ils vont impacter le service, les Mais critères avec lesquels tu vas comment tu mesurer. peux acheter, acheter un contrat, enfin, travailler avec une entreprise, une ESN ou une SS2I, sans qu'il y ait de SLA? Moi, je sais pas ce que je vais acheter comme service, comme niveau de service. Je peux pas, Bah, moi, en tant que client, prendre le risque. tu as C'est stupide. certains, tu as certains prestataires qui souvent se lancent en auto-entrepreneur et qui arrivent à démarcher des agences immobilières, par exemple indépendantes, qui leur disent, bah, écoutez, nous, on peut vous faire l'installation et le déploiement de Windows 10, puisque vous êtes encore en Windows 7, exemple. Mais il n'y a pas de contrat SLA enfin, il n'y a pas de SLA qui est spécifié dans le contrat. Ça veut dire qu'il va leur dire, bah, est-ce que vous avez un souci, vous nous appelez. Mais voilà, il n'y a pas de SLA. Ah, d'accord, mais après, ça reste marginal, je pense, parce que c'est Ah oui, une oui, boîte, oui, elle va jamais s'engager là-dessus. ça reste quand même assez rare, mais ça arrive. Normalement, le SLA est obligatoire. Ouais, Normalement, bah ouais. un contrat comme ça, normalement, il est caduque d'ailleurs. Parce que les SLA, il y a aussi les conditions de paiement par rapport s'il y a du retard, il y a les dates du contrat. Donc, les SLA, on peut aussi dire, bah, on met des grosses SLA, par exemple, des SLA courtes en termes de délai pendant les 3 premiers mois de l'infra, parce qu'au début, on n'est pas encore sûr qu'elle tourne très bien. Si au bout de 3 mois, on se rend compte que l'infra tourne très bien, bah, on peut faire des SLA plus longues, des délais plus longs, puisque comme ça, le client paye moins cher, par exemple. Mais c'est là, voilà, c'est ce genre de choses-là. D'ailleurs, la propriété intellectuelle rentre dans les SLA aussi. D'accord? Donc c'est ça. Le- ça prend tout ça, les SLA. OK? Mais euh, c'est pas en soi-même la réponse au client. La réponse au client que tu vas faire selon le cahier des charges qu'il t'aura proposé, c'est le devis en réalité, hein. C'est le devis on dit une propale. C'est la propale que tu vas faire entièrement. Et souvent, sur une même propale, tu vas proposer 4, 5, 6 niveaux de service différents. Parce que forcément, si ton client il te dit bah, le NAS que tu m'as installé, je veux qu'en 2 jours il soit réparé si jamais il y a un souci, ou s'il te dit moi je te laisse jusqu'à une semaine, bah, il ne paiera pas le même contrat. Et c'est logique. D'accord? C'est exactement la même chose que ce que vous avez sur vos contrats entre un contrat pro et un contrat lambda. Hein, d'accord? Prenez un contrat pro chez Orange, vous avez un souci chez vous de fibre, ils sont là dans l'après-midi. Okay. Vous avez un contrat particulier, bah, ils peuvent mettre une semaine, Mais 4, 5 jours. en général, au moment de la propale, c'est le commercial qui l'a fait la propale. Oui, c'est le commercial, oui. Mais Donc, pour la SLA, il est obligé de passer par des techniciens et des experts. Il ne peut pas le faire lui-même, la SLA. et Pourquoi? Parce qu'un commercial, si son client lui dit bah, moi je veux que le NAS soit réparé en 2 jours, lui, il peut pas s'engager sur ça. Il ne sait pas combien de temps ça prend pour réparer un NAS réellement. ah, d'accord. Et au niveau, tu disais de l'évolution du SLA, c'est au niveau du comité de pilotage qu'on fait évoluer le SLA? Bah, par exemple, euh, je sais que par exemple, il y a certaines infras, surtout de VoIP, quand on a des pannes, souvent c'est au début. Pourquoi? Parce que peut-être que le client nous a dit qu'il gérait 4000 appels, mais qu'en réalité, il en gère un peu plus. Et du coup, bah, nous, on a mis une infra qui gère les 4000 appels, mais en réalité, il y a peut-être 1 ou 2 jours dans la semaine, et nous en a pas prévenu peut-être, où il gère 6000 appels. Du coup, tu as 2 jours dans la semaine où tu sens qu'il y a un ralentissement. Donc ça, par exemple, les 3 premiers mois, on va faire gaffe dessus. On va être un peu plus attentif. Donc forcément, les 3 premiers mois, par exemple, on va lui dire, bah, écoutez, on va vous facturer des SLA un peu plus élevés. Si au bout de 3 mois, on voit que c'est bon, votre infra qu'on vous a installée, elle tourne très très bien, ça veut dire qu'on a réussi à plus ou moins trouver la meilleure manière de répondre à son besoin, bah là, on peut lui proposer de baisser le SLA, de lui dire, bah, écoutez, votre infra, elle tourne plutôt bien, il n'y a pas de raison qu'elle tombe comme ça de manière soudaine. Donc, on va vous baisser les niveaux de service. Donc, du coup, ça va vous faire baisser le prix du contrat, par exemple. Parce que le SLA, le but premier du SLA, ça vient de ITIL, c'est d'établir une relation de confiance entre le client et le prestataire. C'est surtout ça le but du SLA à la base. Donc, Ok. voilà, c'est pas mal. Après, je suis d'accord avec toi. C'est pas forcément l'expert informatique qui va gérer ça. Hein. D'accord? Souvent, c'est ce qu'on appelle les ingénieurs avant-vente. Alors, les ingénieurs avant-vente, c'est souvent les ingénieurs qui sont les mieux payés dans une boîte. Pourquoi? Parce qu'ils touchent en marketing et ils touchent en informatique. D'accord? Alors, quand j'y touche, techniquement,
ils valent pas grand-chose. Par contre, ils sont capables de te dire si c'est viable, si c'est pas viable, ils sont capables de te vendre des projets. Alors souvent, les avant-ventes, ils te vendent des projets qui sont quasiment pas faisables, hein. Donc après, derrière, nous, les experts, Parce que j'allais dire, souvent on après, ça retombe vérifie. sur la prod, c'est compliqué, hein. Ouais, malheureusement, c'est souvent ce qui se passe. Nous, on a des avant-ventes qui sont au Canada, qui signent des très très gros contrats. Et derrière, par contre, on est obligé de faire des choses que You normalement on are n'est pas now censé faire, unmuted. par exemple. Mais ça, c'est dans toutes les... Comme ça se prononce avant-vente. You are now Les muted. ingénieurs avant-vente. Alors, par contre, ingénieur avant-vente, c'est le genre de métier que vous ne pouvez pas faire au bout de You 5-6 are ans. now D'accord. unmuted. Il faut maîtriser aussi bien le côté marketing que le côté technique. You are now muted. Donc souvent, c'est des anciens... Souvent, c'est des anciens techos ou des anciens experts ou des choses comme ça, dans la même boîte qui finissent par monter. Ok, c'est un mélange d'ingénieur informatique et d'ingénieur commercial, hein, d'accord, en avant-vente. En informatique en tout cas. Donc les avant-ventes, ça existe un peu partout, hein. Dans tous les gros secteurs, vous avez de l'avant-vente. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'écoles, de plus en plus d'écoles d'ingénieurs en informatique qui font même une 6e année. D'accord? Il commence à y avoir des ingénieurs en informatique qui commencent à rajouter une année après la 5e année. Ils font une année de commerce, marketing, tout ça. Et c'est vrai que c'est pas mal. Oui, donc on revenait donc aux solutions de cloud. Oui, donc on parlait des SLA. Donc les SLA, oui, un mot important à maîtriser. D'accord? Euh, les gros avantages par contre du cloud, comme on a dit, sauvegarde et sécurité. On est sur de la très très haute disponibilité au niveau sécurité. Quand Google vous certifie que c'est sécurisé sur votre infra, je peux vous garantir que c'est sécurisé sur votre infra. Bon, il y a toujours des petites exceptions, hein. Je rappelle que Facebook s'est encore fait hacker, qu'ils ont perdu 130 millions de données clients. Ok, donc si vous avez des mots de passe Facebook qui traînent, changez-les. Parce que je vous rappelle que Facebook, WhatsApp, tout ça, c'est les mêmes données. L'autre solution, c'est une solution qu'on appelle donc hybride. Et on finira sur ça avant la pause. La solution hybride, c'est réussir à faire un petit mix des deux. D'accord? Par exemple, je décide que l'infra mail pour ma direction, par exemple, ou celle du siège, on va la garder en local. Par contre, pour toutes les petites structures autour de nous, les filiales ou les sites distants, je vais les mettre sur le cloud, par exemple. D'accord? Donc ça, on appelle ça du cloud hybride. Le cloud hybride, c'est un des clouds qui marche le mieux actuellement, d'accord? Parce qu'il y a encore beaucoup de boîtes qui sont réticentes à passer sur du cloud full, d'accord? D'ailleurs, on parle de cloud privé, cloud public, cloud hybride. D'accord, je ne sais pas si vous en avez un petit peu parlé. Donc, cloud public, qui sait ce que c'est que le cloud public? Les différences entre un cloud public, un cloud privé et un cloud hybride, du coup. Le cloud public, en fait, c'est le plus courant qu'on va retrouver, hein, le cloud public, d'accord? Ce qui Monsieur, Oui, le cloud public, ça serait pas Internet mis à disposition pour les gens, mais face à quelques restrictions, comme le Wi-Fi dans une non, zone non, libre. non, on rentre pas dans les trucs de Internet, Wi-Fi pour ce cas-là. De toute D'accord. façon, cloud, quand tu es en cloud, tu as besoin d'une connexion, mais ça, c'est pas spécialement lié à Internet directement. Le cloud public, en fait, c'est à partir du moment où tu déploies du cloud, les ressources que tu auras sur le cloud, comme les serveurs et le stockage, elles sont détenues et elles sont exploitées par un fournisseur de services cloud. Azure, AWS, Google pour les plus connus. Et ils vont te fournir ces services-là via Internet. Mais sinon, toute l'infra, tout le matériel que tu as dedans, tous les logiciels que tu as dedans, ils appartiennent aux fournisseurs du cloud.
Ça, c'est du cloud public. Donc, c'est le plus courant, hein, d'accord? Quand vous allez sur Azure et vous faites du Office, tout appartient à Microsoft. OK? Que ce soit le logiciel, que ce soit tout le reste. OK? Alors que du cloud privé, imagine que moi, j'ai un serveur dans une entreprise et que je décide de le mettre à disposition de tous les collaborateurs via Internet. J'ai créé un cloud là, mais c'est du cloud privé. Pourquoi? Parce que le centre de données, le data center en l'occurrence mon serveur, il appartient à ma boîte. Il appartient et il est effectué sur un, et il est surtout il est présent sur un réseau privé. D'accord? Le matériel, le logiciel qui sont dedans, ils appartiennent à ma boîte. D'accord? Donc il y a une notion de privé sur ça. OK? Donc les clouds privés, généralement, c'est pour des petites boîtes quand même. Hein. OK? Donc qu'est-ce qui est bien avec le cloud privé, c'est que par contre, tu le maîtrises un peu mieux tes données, tu maîtrises un peu mieux tes ressources. C'est toi qui décides de comment est-ce que tu vas gérer ton cloud. OK? Le cloud public, il te revient moins cher, généralement que le cloud privé. Pourquoi? Parce que le cloud public, tu n'achètes rien du tout, tu payes un abonnement. Alors que le cloud privé, tu es obligé d'acheter quand même des serveurs, tu dois avoir un réseau qui tourne quand même assez bien. OK? Le cloud public, en plus, la maintenance et la fiabilité, ils sont assurés par le fournisseur de cloud. Alors que le cloud privé, tu dois avoir quand même des ingés derrière ou des techniciens au minimum qui vont gérer ça pour toi. OK? Lorsque tu fais un mélange des deux, là, tu as du cloud hybride. Donc pour le moment, il y a beaucoup de gens qui sont encore en cloud hybride. Généralement, il y a encore beaucoup d'entreprises qui vont avoir du matériel chez eux, enfin dans la boîte, comme les gros serveurs. Par contre, pour certains services comme Office, ils vont passer par du cloud public. Donc dans une infra comme ça, on va dire qu'on est encore sur du cloud hybride. Là, pour le moment, il y a encore quand même pas mal de gens en cloud hybride, pas mal de boîtes en cloud hybride. Mais on se dirige de plus en plus vers du cloud public hein, quand même. Le monde commence quand même à se tourner vers du cloud public de plus en plus. D'accord? Ok, bah écoutez ça, pour moi c'était plus ou moins ce qu'on devait savoir par rapport à Exchange, d'accord? Je voulais qu'on fasse quand même un petit topo par rapport à ce qu'on a vu hier, donc il n'y a pas beaucoup de choses non plus. On a parlé pas mal de choses, mais ce qu'il y a à retenir, on a vu ce que c'était. Ok. Euh, donc là on peut prendre la pause, on reprend à 50. On va voir un peu ce que vous voulez qu'on révise exactement, que ce soit du Cisco, de l'AD ou autre, et pour ceux qui vont installer Exchange, je ferai peut-être de ça et on verra comment on va organiser ça. Ok. Donc à tout de suite, avant 10 minutes, un quart d'heure. Ok.